L'histoire du Covid long a commencé, vous le savez, à La Réunion en plus ou moins janvier, février 2020. On nous a tous on nous a confinés, à tort d'ailleurs à ce moment-là. Et puis sont arrivés les premiers patients. Et au début, en fait, on pensait que le problème était uniquement respiratoire. Et puis on s'est aperçu que ce n'était pas si simple que ça. Mais en réalité, la Covid-19 touchait pas mal d'organes. Tout simplement parce que dans beaucoup d'organes, il y a des récepteurs AC2 et que la protéine spike du virus que vous voyez là en bas est friande de ces récepteurs et donc peut toucher les alvéoles pulmonaires, peut toucher le bulbe olfactif, le nez, peut toucher les yeux, le cerveau à travers l'endothélium. Les mécanismes ne sont pas encore tout à fait compris, ça il faut le savoir. Le cœur et les vaisseaux sanguins, le foie, le système digestif. Donc vous voyez, et les reins. Donc vous voyez que c'est pas si simple que ça. Au début, on pensait que c'était respiratoire, et puis au fil du temps, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus compliqué. D'où finalement la complexité de cette maladie et des syndromes, ce qu'on appelle des syndromes post-viraux, qui sont vraiment pas simples à prendre en charge. Alors qu'est-ce qu'on a vécu sur le terrain? Donc, je ne sais pas si vous êtes habitué à la lecture des scanners, mais ce qu'on a vécu, ce sont des patients qui la plupart du temps étaient âgés plus ou moins de 60 ans et plus, avec des comorbidités, s'ils n'avaient pas de comorbidité, ils avaient des IMC relativement hauts, supérieurs à 30, etc. Et qu'est-ce qu'on avait? Des patients hypoxémiques avec des pneumopathies, ce qu'on appelle des pneumopathies à Covid. Et typiquement, qu'est-ce qu'on voit? On voit du verre dépoli ici. Vous voyez, ici, vous voyez bien tous. Vous voyez, ici, ici, ici. Et donc, typiquement, ces gens deviennent oxygéno-requérants et sont hospitalisés, immobilisés. Dans le meilleur des cas, en hospitalisation classique, dans le moins bon cas, en soins de réanimation. Et vous voyez qu'ici, excusez-moi, en février 2022, le patient vient avec sa pneumopathie Covid et on le revoit à la consultation. 3 mois plus tard, et on voit que ces infiltrats diminuent. Donc globalement, on voit qu'il y a une bonne amélioration de ces pneumopathies Covid, en tout cas pour tous les patients qui sont venus à notre consultation. N'empêche que le patient conserve des troubles fonctionnels. Vous voyez ici, par exemple, 3 mois plus tard, pour ce patient âgé de 59 ans, mais on a une CPT à 69%, donc une capacité pulmonaire totale de 69% qui signe le syndrome restrictif, insuffisance respiratoire restrictive, et on a un index de diffusion à 52% et une dyspnée stade 1 MMRC. Donc ce patient, je devrais le revoir plus tard avec un scanner pour voir si ses paramètres fonctionnels sont bons et si ça améliore. En attendant, il continuera de la kiné, parce qu'il est dyspnéique et c'est important qu'il continue une activité de mobilisation pour éviter la désadaptation à l'effort. Donc, est-ce que tout le monde connaît la DLCO, l'index de diffusion? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est? Alors, l'index de diffusion, c'est un moyen pneumologue de savoir si l'échangeur fonctionne bien, si l'hématose, c'est-à-dire le passage de l'oxygène depuis les alvéoles vers le sang, fonctionne bien. D'accord? Et pour ce faire, on fait une manœuvre qu'on appelle au monoxyde de carbone. On demande aux patients d'inspirer une toute petite quantité de monoxyde de carbone, je vous rassure, on ne va pas le tuer. Pour information, le CO a 200 fois plus d'affinité pour l'hémoglobine que l'oxygène. Donc, le patient respire une petite quantité de CO, il reste en apnée et puis il expire. Et on voit le différentiel de CO. Et en fonction du différentiel, on peut déterminer si le patient a un bon échangeur ou pas. Et en l'occurrence, la normalité est de 70% à 100%, et ce patient à 52%. Vous voyez, ça ne se passe pas toujours bien, parce que le premier patient, cette patiente ici, a 59 ans, et en janvier 2022, elle est intubée ventilée. Elle a des infiltrats importants au niveau pulmonaire, et puis elle finit par sortir de la réanimation. En mars 2022, elle a une spirométrie normale, pas de syndrome restrictif ni rien, mais une diffusion, vous voyez, à 40%. C'est normal, on voit encore pas mal d'infiltrats. Et en mai 2022, on voit que la diffusion augmente à 56% et on voit une amélioration assez spectaculaire de ces images pulmonaires.
Il reste des petites réticulations fibreuses qui sont assez classiques, qui peuvent disparaître avec le temps. Et donc voilà. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Parfois, les patients conservent des infiltrats pulmonaires très importants, dont un qui avait besoin de 4 litres d'oxygène pour rester, je dirais, eupnéique. Hein. Dès le moindre effort, il était dysphonique. Aller à la toilette, à la douche, à 1 mètre, 2 mètres de distance, c'était pas possible. Et du coup, ce patient, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a envoyé au CHU, en l'occurrence, pour une mise au point complémentaire pré-greffe pulmonaire. Parce que le patient, qui était jeune, avait un handicap extrêmement important, et plutôt que terminer sa vie avec un tel handicap, le principe même de la transplantation était tout à fait pertinent. Alors, effectivement, on a cru au départ, je vous l'ai dit, que c'était une atteinte pulmonaire, alvéolaire, parce qu'il y a beaucoup de récepteurs AC2 au niveau des alvéoles. Mais au niveau de l'endothélium, c'est-à-dire le tissu qui tapisse les vaisseaux sanguins, il y en a aussi beaucoup. Et ce qu'on s'est aperçu avec le temps, c'est que pas mal de gens faisaient ce qu'on appelle des embolies pulmonaires, c'est-à-dire la présence de caillots, la formation de caillots, de trombes au niveau de l'arbre pulmonaire, de l'artère pulmonaire. Et là, c'est un bel exemple d'atteinte pulmonaire. Vous voyez ici, ça c'est l'artère pulmonaire droite, et vous voyez ici un gros caillot. D'accord? Et donc ce patient fait une embolie pulmonaire massive, hein, parce que quand on a un gros caillot comme ça, c'est quand même dangereux. Heureusement, lui, il n'a pas eu besoin de fibrinolyse ou de moyens médicaux trop importants, mais il conserve actuellement une hypertension artérielle pulmonaire et ce caillot n'est pas entièrement dissous. Donc, il conserve un handicap important qui l'amènera à un milieu spécialisé par la suite. Donc, voilà, d'où l'importance de les anticoaguler lorsqu'ils viennent à l'hôpital, etc. Voilà un peu le fruit de notre expérience. Donc, toutes ces choses, hein, vous pouvez subodorer que quand ils ont eu ce genre de choses, c'est un traumatisme psychologique qu'il faut récupérer, hein, surtout ceux qui sont allés en rayon. On va le voir avec la littérature. Je vous en prie. Maintenant, il faut définir le Covid long. Qu'est-ce que ça veut dire le Covid long? Le Covid long, pour la définition, tout le monde n'est pas encore entièrement d'accord là-dessus, mais la définition de l'OMS, des formes prolongées de la Covid-19, c'est persistance ou résurgence des symptômes, dans les 12 semaines après un épisode de Covid-19 et durant en général plus de 2 mois. Confirmé ou fortement probable, survenu en période épidémique et sans autre explication à la survenue des symptômes. On peut passer à la dia suivante. Alors, quels sont les critères pour définir que le patient a un Covid long? D'abord, un épisode initial symptomatique de la Covid-19, il faut prouver par PCR au moment où il a eu sa Covid, test antigénique, etc. Ou alors de manière clinique, si le patient a eu une perte du goût de l'odorat, hein, qui est survenu brutalement, ou alors un scanner thoracique typique, ou alors des symptômes qui sont en relation avec la période épidémique, comme la fièvre, céphalée, fatigue, myalgie, dyspnée, toute douleur. Alors il faut, à un stade tardif, qu'il y ait au moins un des symptômes initiaux de l'âge de 4 semaines, suivant le début de la phase aiguë, et les symptômes évidemment initiaux et prolongés ne sont pas expliqués par un autre diagnostic. C'est comme ça qu'on peut définir le Covid long. Alors les facteurs associés aux formes prolongées de la Covid-19 de sexe féminin, nombre élevé de symptômes durant la phase aiguë, taux bas d'anticorps anti-SARS-CoV-2, terrain atopique ou allergique, terrain auto-immun, personnel ou familial, antécédent de syndrome de fatigue chronique, post-viral. Alors, plus la situation était grave au départ, plus vous aurez des chances d'avoir un Covid long et plus vos symptômes risquent de perdurer. Et alors, quand on voit ici fatigue hospitalisation, sur le graphique de gauche, c'est une courbe actuarielle, hein, on voit que pour les patients non hospitalisés, c'est la courbe en vert, et les patients hospitalisés, vous voyez que la fatigue, hein, est proportionnellement plus importante chez les patients qui sont hospitalisés et dure en général plus longtemps. Une plus grande proportion de patients gardent cette fatigue. La chose s'aggrave entre les patients qui sont admis à l'USI, aux soins intensifs, et ceux qui sont hospitalisés dans un autre service.
On peut passer à l'étape suivante. Donc les symptômes principaux durant la phase aiguë, c'est la fatigue, la toux, la dyspnée, problème de goût, problème d'odorat, les myalgies et la diarrhée. Et vous voyez qu'après 9 mois de follow-up, on a encore de la fatigue, souvent, de la toux, en moindre proportion, de la dyspnée, et ça, je vous l'ai montré avec les diapositives précédentes, avec les scanners, avec les cas cliniques. L'anosmie, là on ne la voit plus, mais en général elle disparaît au bout de 9 mois, souvent ça disparaît, heureusement il n'y a pas de problème à long terme. La myalgie, on la retrouve. La diarrhée présente au début d'hospitalisation, on la retrouve quasiment plus, enfin, au bout des 9 mois. Là, on peut passer la dia aussi, c'est la même chose. Alors, une étude prospective sur 4182 patients ambulatoires montre qu'on garde des symptômes, les patients gardaient des symptômes à 13,3% des symptômes, des patients ont gardé des symptômes à 4 semaines, 4,5% à 12 semaines et 2,3% à 78 semaines. Les symptômes étaient fatigue, céphalée, dyspnée, anosmie, plus fréquents chez les femmes, les sujets âgés et avec un IMC plus élevé. Donc à l'hôpital, ceux qui venaient pour des Covid graves, souvent, avaient un IMC élevé ou des comorbidités, un âge supérieur à 60, 65 ans, et beaucoup de patients qui faisaient des formes graves, la plupart n'étaient pas vaccinés. Voilà. Ça, ce sont les faits, en dehors du fait qu'ils puissent être pour ou contre le vaccin, je m'en fous, mais en tout cas, statistiquement, c'était factuel. La plupart des gens qui faisaient des formes graves n'étaient pas vaccinés. Voilà, et donc, plus vous avez de symptômes au début, plus vous avez de chances, 3,5 fois plus de chances de faire un Covid. Alors, comment mener une consultation chez ces patients? Alors, toute la problématique est là. Pourquoi? Parce que nous, en milieu hospitalier, on voyait les patients, on voyait qu'ils avaient des pneumopathies, puis on les revoyait pour voir comment leur pneumopathie évoluait. Mais la plupart étaient renvoyés chez leur médecin traitant, qui les prenait en charge, et moi je les perdais de vue. Mais donc, en principe, on doit mener une consultation, les patients post-Covid doivent être pris en charge par leur médecin traitant, et le médecin traitant aura pour tâche de voir ce qui s'est passé durant cette période Covid, d'abord de faire l'état des lieux, est-ce que le patient avait déjà des comorbidités, des maladies avant la Covid-19, est-ce que la Covid-19 a dégrader les pathologies existantes ou révéler une pathologie latente. Donc il devra bien analyser tout ça. Ensuite, il devra faire des investigations de premier niveau, un examen clinique au repos et à l'effort, et ça, c'est une autre paire de manches, parce que vous savez, au cabinet des médecins généralistes, comme ils sont souvent débordés, ils ont pas mal de patients à voir, je doute qu'une évaluation à l'effort soit faite. Et alors, évidemment, des examens complémentaires seront demandés de base et plus poussés en fonction de la situation clinique. Toujours est-il, ce qu'il faudra faire, c'est de toute façon faire un métier médical, faire une anamnèse, faire une évaluation qui soit la plus complète possible et qui prenne en compte la globalité du patient. Si on prend encore en ligne de compte la globalité du patient à l'heure actuelle, malheureusement. Voilà. Alors, quelques minutes, c'est plutôt grand. Je vous donne 3 minutes. 3 minutes. Bon, vous voyez, donc je vais aller très vite alors. Vous voyez qu'on peut avoir beaucoup de choses. Donc, au stade débutant, on peut avoir plein de la fibrose, on peut avoir des problèmes coronariens, péricardite, etc. Ça peut se retrouver à un stade plus tardif. On va reparler du syndrome d'hyperventilation, on va passer la dia. On peut avoir des problèmes neurologiques, donc des accidents vasculaires, encéphaliopathie, épilepsie au stade aigu, mais aussi on peut avoir des troubles cognitifs, attention, mémoire, douleurs neuropathiques, troubles de l'équilibre. On peut avoir des problèmes psychologiques au début et en Covid long, des problèmes dermatologiques, on peut passer, des problèmes ORL, des problèmes ophtalmologiques et autres. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut avoir. C'est énorme. On peut passer à dire. Un mot sur la fatigue. La fatigue est vraiment un élément qui revient très souvent en consultation et ça amène à une réduction des actes de la vie courante et des activités professionnelles, sociales ou personnelles, et peut-être fluctuantes, déclenchées par un travail, par une activité intellectuelle, etc. Donc il faudra repérer tout ça, il faudra repérer les éléments déclencheurs et il faudra que vous teniez ça en ligne de compte pour la réadaptation de ces patients, pour les mettre en confiance, etc. Mais ça, on en reparlera dans l'exposé suivant.
Donc la conduite à tenir, c'est bien auto-évaluer, le patient doit s'auto-évaluer, et il faut identifier les seuils d'activité, tenir compte vraiment de sa situation et d'adapter la réadaptation en fonction de la situation. Voilà, et la prise en charge par kiné doit être, à mon sens, le plus rapide possible. On peut passer. Les douleurs, je ne vais pas entrer dans la ligne de compte, vous pouvez avoir des douleurs partout, hein, qui peuvent être inflammatoires, neuropathiques ou dysfonctionnelles, donc elles se traitent facilement, elles se traitent facilement par du paracétamol, par des antidouleurs du niveau 1 au niveau 2. Donc ça se traite très très bien. On fait appel rarement aux spécialistes, on peut continuer. La douleur thoracique, le grand message que je veux vous dire, que la plupart du temps, elle se gère très bien, mais il faut penser que si le patient vient vous voir au cabinet, que ces patients peuvent avoir des douleurs thoraciques d'origine cardiaque, comme des problèmes coronariens, comme des problèmes de péricardite, myocardite qui nécessitent, je dirais, une consultation d'urgence, soit chez le cardiologue, mais c'est très difficile, ou alors un passage aux urgences pour éliminer une cause vitale. Mais la plupart du temps, les douleurs thoraciques sont gérées de manière assez simple. On peut passer. La dyspnée, c'est quelque chose de très fréquent chez les patients en post-Covid, comme je vous l'ai expliqué. Importance de quantifier la dyspnée par l'échelle MMRC. Et il faut adresser un patient lorsque vous êtes au cabinet, lorsque la saturation est inférieure à 96% à l'air ambiant ou inférieure à 95% à l'effort, ou bien c'est l'importance de la cinétique de la dyspnée. Si la dyspnée s'aggrave, il faut à ce moment-là avoir la puce à l'oreille et demander au patient de consulter. Alors un autre syndrome que je vais vous expliquer très rapidement, c'est le syndrome d'hyperventilation, qui est un syndrome finalement qui est assez caractéristique, caricatural des problèmes fonctionnels qu'un patient peut avoir, donc ce qu'on appelle des problèmes de dysfonctionnement somatotropes, etc. Et c'est un trouble de la régulation de la ventilation. Le gens commence à hyperventiler, hein, avec des accès de panique, etc., avec un cercle vicieux qui s'installe. Donc c'est une perturbation dans la commande centrale de la ventilation. Il y a moyen donc d'évaluer le patient par un score de Nehmegen. Ils ont toutes sortes de symptômes. On peut évaluer, on peut faire un score, et puis il faut les prendre en charge en réadaptation pour essayer de maîtriser leur ventilation. Diapositive suivante, par exemple la respiration carrée. On montre, c'est une technique de relaxation respiratoire. Le patient fait une pause, il inspire, il garde une apnée, 5-6 secondes, il expire. Voilà. Et on peut coupler ça, des techniques de relaxation, etc., pour que le patient puisse remaîtriser sa respiration. Et il faudrait... On passe. Physiopathologiquement, c'est très mal compris. Ok. Donc, il y a probablement un terrain génétique, atopie, terrain auto-immunitaire, une réponse immunitaire inappropriée, mauvaise réponse adaptative anti-SARS-CoV-2, réponse inflammatoire inappropriée, pseudo-allergie. Alors, il y a probablement un mécanisme de persistance virale au niveau des bulbes olfactives, du tissu digestif, endothélium, etc. Et une inflammation persistante, d'où la persistance de symptômes polycythémiques, stress, anxiété, etc. Tous les symptômes que vous avez pu lire précédemment. Diapositive suivante et la dernière. En gros, il faut traiter les patients de manière symptomatique, pas dramatiser, rester factuel, empathique, éviter le nomadisme médical, parce que ces types de patients, c'est pas facile à gérer. Il faut bien les informer, ne pas les alarmer, hein, il faut les rassurer. Ça, vous pouvez le faire beaucoup plus facilement qu'un médecin généraliste ou qu'un spécialiste. Vous, au cabinet du kiné, il faut rééduquer le patient et il faut les prendre en charge les troubles anxieux et dépressifs. Et la rééducation, je n'en parle pas parce que quelqu'un en parlera après moi. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.